les élections européennes, finalement, de 2014 vont être une élection majeure. Oui, c'est l'élection politique, c'est pas la municipale. L'élection municipale, c'est l'élection locale. Une élection majeure, cette élection européenne. Oui. En 2014. Vous serez candidat? Je pense, oui. Oui, vous serez candidat. Oui, moi je souhaite l'être, mais après c'est les camarades qui décident. Alors, qu'est-ce que vous allez porter comme idée? Parce que bon, vous critiquez, mais comment se sort-on de cette situation? Cette situation, on nous a annoncé une croissance de 0,8, le budget était construit en France. 0,8, oui, 1,7 pendant la campagne, puis 0,8 c'est passé à 0,1. C'est ce que nous dit l'Europe. Le déficit 3,7. Ça sera à moins. Ça sera à moins? Oui, bien sûr. L'Europe est entrée en récession. On sera en récession? Oui. En France, en 2013 c'est une certitude totale. On sera en récession. Absolument. Bon. Donc le chômage en très forte hausse encore. Oui, 500 000 Est-ce que vous croyez à la promesse de François Hollande d'inverser la courbe? Lui-même n'y croit pas, alors je vois pas pourquoi moi je ferais l'effort d'y croire. Hein. Il a une fois de plus... Sauf que le gouvernement se bouge. Vous ne pouvez pas lui reprocher. Contrat d'avenir, contrat de génération, banque publique d'investissement pour les PME, crédit d'impôt pour les entreprises. C'est autant de mesures inefficaces, mal dosées. Ah oui, complètement, mais on ne va pas les prendre une par une. Non, globalement. Non, c'est une politique, comprenez, il y a deux logiques. Mais vous faites quoi alors? Vous êtes président de la République, vous faites quoi? Ah, c'est pas pareil que l'élection européenne, là, on parle d'autre chose. Non, on parle de oui. Ah oui, c'est clair. Moi déjà, je vais dire à l'Europe, oui, vous arrêtez tout de suite. Parce que nous, les Français, deuxième économie de l'Union, nous n'acceptons plus de la zone euro. Voilà. Donc, moi, je m'appelle pas François Hollande, je suis pas Nicolas Sarkozy, je suis pas quelqu'un qui vient le béret à la main, vous demandez, s'il vous plaît, Madame Merkel, si vous voulez bien. Je vous annonce que nous demandons à tous les pays qui en sont d'accord, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on ait immédiatement une politique de relance? Vous n'êtes pas d'accord? Au revoir, nous la ferons sans vous. Vous comprenez, monsieur Bourdin? Mais bien sûr qu'on peut. Tout ça, ce sont des choses techniquement extrêmement simples à faire. Deuxièmement, en France, il faut donner un horizon aux Français. On peut pas faire la politique de François Hollande, c'est-à-dire la politique de l'offre, qui est de dire, pour lui, le problème, c'est le coût du travail. Donc on baisse le coût du travail, on donne de l'argent aux entreprises, c'est-à-dire en fait aux grosses. On leur a donné 20 milliards, vous l'avez vu comme moi, autant dire jeter de l'argent par les fenêtres. On leur a donné. Oui, on va leur donner. Oui. Ça veut dire produisez ce que vous voulez, comme vous voulez, n'importe comment, on s'en fout, du moment que ça coûte pas cher. Ça, c'est la politique des sociaux libéraux. Voilà, ça ne mène nulle part, ça tient aucun compte écologique, et aucun compte social. Comment? Voilà. On se donne une ligne d'horizon. Où sommes-nous forts, nous les Français? Qu'est-ce qui est notre plus grande richesse? Il faut y réfléchir. Notre plus grande richesse, nous sommes le deuxième territoire maritime du monde. 50% de notre population vit à moins de 100 km d'une côte. C'est-à-dire que toute l'économie maritime est celle qui permet de placer de l'argent, non pas en le jetant par les fenêtres, mais sur des objectifs: hydroliennes, éoliennes en mer, aquaculture, pêche, modification de l'organisation de la pêche, construction navale, désamiantage des bateaux, organisation de ce qu'on appelle toute la chaîne de l'agroalimentaire qui est collée après la mer. Et on pourrait le faire, puisque c'est un territoire vierge et neuf, d'une manière écologiquement responsable. Donc des milliers de gens seraient appelés au travail. Des milliers et des milliers de gens. Là, je vous donne un horizon économique, je pourrais prendre par le social. Parce que voyez-vous, monsieur Bourdin, quand vous augmentez la paye d'une personne, ou quand vous donnez une paye décente à une personne, eh bien, qu'est-ce qu'elle en fait? Elle le dépense. Et donc, ça fait tourner notre économie. La politique qui consiste à baisser les salaires sans arrêt partout nous condamne. Il va falloir trouver de l'argent. Le gouvernement doit trouver de l'argent, évidemment, avec... il n'y a rien de changé depuis l'élection présidentielle, Alain Bourdin, je vais vous dire. Hein, c'est toujours la même histoire. Alors, il y aura une réforme des retraites, dit par exemple, je prends un exemple, il y aura une réforme des retraites, dit l'Élysée. C'est vrai, il faut trouver de l'argent. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il va falloir allonger la durée de cotisation? Bien sûr, à 80 ans. Bien sûr, je ne sais pas. Moi, je pense que 100 ans est un bon âge pour partir à la retraite qui est économiquement rentable. Je vais vous donner un autre chiffre. Monsieur Bourdin, les raisonnements politiques comptables n'ont aucun sens. Je vais vous donner un exemple pour vous faire sourire. Allez. Quand est-ce que se font les plus grosses dépenses de santé dans la vie? Monsieur Bourdin. Les 6 derniers mois. Eh bien, monsieur Bourdin, vous n'avez qu'à mourir en bonne santé 6 mois plus tôt, et il n'y aura pas de problème. Vous voyez bien que ça n'a pas de sens de raisonner comme ça. Il faut donc raisonner en se demandant comment la société peut collectivement mieux vivre. Elle peut mieux vivre si on arrête de travailler et que donc un jeune prend la place de celui qui est parti. Et le senior qui s'en va, lui, il a une retraite honnête avec laquelle il aide ses enfants, lui-même fait des consommations responsables. Voilà la vie douce. C'est ça, moi, que je défends. Les gens ne demandent pas des 1000 et des
décent, ils ne demandent pas des milliards de salaires tous les mois comme les patrons du CAC 40, ils demandent de pouvoir vivre simplement, honnêtement. Voilà de quoi je suis le porte-parole. Et que les dirigeants actuels ne comprennent pas. Ils pensent que les contrats d'avenir, ça réjouit les gens. Même au Parti communiste, on ne comprend pas. Hein. Qu'est-ce qui se passe au Parti communiste? Vous allez m'en apprendre une belle, je sens ça. Ben non, mais je sais pas, j'ai vu qu'on vous critiquait. Ah, vous aviez une pratique du pouvoir un peu personnelle. À quel propos? Non. Non, là j'ai fait l'objet de critiques de la part d'un dirigeant, c'est son initiative purement personnelle. Il a fait le cadeau à l'ultra-droite socialiste de se mettre à me critiquer à propos de l'amnistie alors que j'étais en plein combat. J'étais en plein combat sur l'amnistie. C'est une façon d'aborder le sujet. Il se met à me critiquer en disant que le style ne lui convenait pas, mais c'est une initiative personnelle de sa part. Et à mon avis, un règlement de compte entre dirigeants communistes davantage qu'avec moi. Mais les communistes vont trouver un accord avec les socialistes au pouvoir pour les municipales, vous le savez bien. Et alors ? Bon, ça vous gêne pas? Bah non, ça dépend de quoi on parle. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes dans telle commune, vous avez le brave gars ou la brave fille socialiste qui est contre l'austérité, qui est pour le non au traité européen, qui est d'accord avec Mélenchon, on va lui dire « Ah non, t'as la mauvaise étiquette ». Ou bien, là où il y a un maire front de gauche, un maire communiste ou un maire PG, il a dans son équipe des socialistes, il va dire « Ah toi, t'es au Parti Socialiste, fiche le camp ». Non, ce serait stupide, puisqu'il pratique la bonne politique. Vous allez toujours continuer à gouverner ensemble, au moins localement. Attendez, ça dépend d'où. Parce que, non mais bien sûr, Bourdin, il y a des nuances, je suis capable de faire mieux que le noir et blanc. Je comprends. Donc, je viens de vous parler de la petite commune, la moyenne commune, puis après vous avez les très grandes communes, où souvent l'élection est plus politique. Bon, il faut partir des contenus. Mais les socialistes, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils disent, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, si vous nous critiquez, dehors. C'est ça qu'ils disent aux communistes. Et attention, si vous écoutez Mélenchon, vous serez punis. Vous n'aurez pas de place d'adjoint. Vous n'aurez pas de place de président. Voilà ce qu'ils leur disent. Ça, c'est leur manière de parler, c'est pas la nôtre. Nous, on ne dit pas aux socialistes, attendez, si vous aimez François Hollande, on vous fout dehors. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement. Socialiste, tu votes pour ou contre la régie publique de l'eau? Pour ou contre? Voilà. Tu votes pour la régie publique de l'eau, t'es avec nous, on te prend. Deuxième exemple, on va dire, socialiste, qu'est-ce que tu fais localement? Tu es d'accord avec l'acte 3 de la décentralisation qui consiste à féodaliser la France, oui ou non? Tu es contre l'acte 3, la décentralisation, tu es avec nous. Partons des contenus. Ne faisons pas le cadeau aux socialistes de partir des étiquettes. Bien. Parce que là, vous allez voir l'amnistie sociale. Dites sociale. Oui, parce que... Je mets le feu. Je suis en revendication sociale, en colère contre l'entreprise qui m'a employé pendant des années. Je mets le feu à l'entreprise, je suis amnistié? Non, c'est un crime de mettre le feu à une entreprise. Mais vous prenez un cas grotesque qui n'existe pas. Bon, alors je casse la porte d'entrée de l'entreprise. Je suis amnistié. Ça se peut. Il faut se demander pourquoi, Monsieur Bourdin. C'est facile depuis votre chaise de juger. Mais je vous pose. Est-ce logique? Alors, je ne serai pas amnistié. Je ne serai pas amnistié au civil. On est d'accord, mais je serai amnistié au pénal. Non. Vous m'écoutez? Allez-y. Bon. Vous êtes un travailleur de chez Conti. On vous a dit il faut augmenter votre durée de travail quotidienne et hebdomadaire et accepter de ne pas être payé pour les heures de plus que vous faites et que vous faites. Mais si vous faites ça, les petits, si vous êtes gentils, si vous êtes sages, on vous gardera votre gagne-pain et votre emploi. Et vous signez. Et ensuite, 2 ans après, la même personne qui possède cette entreprise, qui est rentable, la ferme pour faire peu importe pourquoi. Tous les ouvrières ont été trahis. Ils sont fous de rage et de révolte. Ils manifestent, ils protestent, tout le monde se moque d'eux, personne ne les écoute. Un jour, dans une sous-préfecture, un s'énerve et balaye ce qu'il y a sur la table. Il y a une caméra de télévision. Ils sont condamnés. Vous vous rappelez de cette histoire? C'est celle de Xavier Mathieu. Je le prends comme un exemple. Il était avec nous ce matin. Voilà. Eh bien, ces gens-là, quelques années plus tard, parce qu'ils ont déposé des recours, le plan social de l'entreprise est annulé. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas fermer la boîte. Mais la loi est ainsi faite en France que vous pouvez protester qu'après. Donc tous ces gens avaient raison. Et eux, ils ont été condamnés. Et comme Xavier Mathieu n'a pas voulu faire le test ADN, alors on l'a chargé. Vous trouvez ça normal, Monsieur Bourdin? C'est de ça dont on parle. Un ouvrier à Alès est accusé d'avoir jeté des œufs sur la préfecture. Il dit, ce n'est pas moi. Bon, des œufs, vous vous rendez compte, c'est quasiment une grenade, c'est horrible. Bon, 2 fois de suite, le juge dit relax. Et c'est le ministère public, c'est-à-dire le gouvernement, qui continue à les pourchasser. Dites-moi, cette amnistie, c'est pas un encouragement au saccage? C'est ce que dit Laurence Parisot. Je vous pose la question franchement. Madame Parisot est une femme absolument insupportable, de prétention, d'arrogance, d'insolence. Mais elle croit qu'un ouvrier, une ouvrière,
se met en colère par plaisir. Les bourgeois croient aussi que quand les gens vont à manifestation, c'est pour pas travailler et prendre l'air. Ils oublient qu'ils perdent leur journée de travail ce jour-là, la paye de la journée de travail. Ce n'est pas vrai. Personne n'a envie de se mettre en colère. Personne n'a envie de casser. Les gens veulent seulement vivre et travailler dignement. Alors ça a été, adopté au Sénat. Oui, mais vous à l'Assemblée nationale, ce sera adopté. Beaucoup de députés socialistes qui ne sont pas favorables, vous le savez. Eh bien, ils le voteront quand même. Parce que c'est leur devoir, parce que tous ces gens ont soutenu chacune des luttes et chacun de ces ouvriers en leur disant « Allez, votez pour nous, on est d'accord avec vous ». Et maintenant, quand il s'agit d'enlever de leur casier judiciaire les condamnations qu'on a pour des actes qu'on a approuvés à l'époque, ils ne voudraient pas le faire. Maintenant, je vais vous dire une chose, cette loi ne me satisfait pas. Je préfère vous le dire. Je le sais. Il n'y a dedans ni les faucheurs d'OGM, ni les parents qui ont le RSF, c'est-à-dire ceux qui ont accueilli les enfants. Vous savez qu'on voulait expulser. Ce que j'ai vu au Sénat m'a consterné. J'ai vu des socialistes, j'ai vu des radicaux, notamment les radicaux, c'est eux les plus épouvantables, être là, mégoter, vouloir retirer de la loi, ceci, cela. Vous savez ce qu'ils ont osé? Ils ont pas osé parler de pardon. Mais ils n'ont rien compris. On ne demande pas pardon, on demande justice. Bien. La justice de la République. Merci Jean-Luc Mélenchon, 8h57. Et l'épisode strasbourgeois, où il se passe cette chose incroyable. Des manifestants vont à Strasbourg. Il n'y a pas de manifestation plus civilisée qu'une manifestation à Strasbourg. Parce que tout le monde sait que Strasbourg ne sert à rien, que c'est un pseudo-parlement, que la commission n'a aucunement l'intention de céder à qui que ce soit. Donc c'est vraiment des gens qui font la démonstration qu'ils s'adressent à l'institution, ils sont dans le cadre, leurs visées ne sont pas insurrectionnelles, elles sont symboliques, démonstratrices. C'est ça aller à Strasbourg. Hein. Et à Strasbourg, une répression extrêmement violente de la vie de tous. Autobus interceptés, garés sur des parkings de particuliers, les autobus vidés, les gens fouillés un par un. Et puis ensuite relâchés par petits morceaux, et enfin durement gazés. Et pour terminer, des tirs tendus de flashball, parce qu'évidemment, on ne peut pas atteindre un homme à l'œil sans que le tir ait été un tir tendu. Donc on voit d'ailleurs à cette occasion que le flashball est une arme. Et donc, voilà ce qui s'est passé au cours des 15 derniers jours. Dans un pays où 2 chômeurs s'immolent devant l'agence pour l'emploi. Oui, deux mots. Moi, je voudrais insister sur le fait que c'est une grande première quand même que la police tire au flashball sur une manifestation. Jusqu'ici, c'était utilisé contre des actes de délinquance, normalement, ou contre des personnes étant en crise et qui ne pouvaient pas être maîtrisées facilement par les forces de l'ordre. Donc c'est une grande première. Alors c'est vrai que c'est la façon moderne de tirer sur une manifestation, je crois qu'il faut quand même le dire. C'est vrai que le parallèle avec Chudmock, faisant tirer contre les mineurs, bon, à l'époque on utilisait des fusils pour tirer des balles, aujourd'hui on utilise des fusils pour tirer des flashballs. Mais le résultat, c'est effectivement un jeune qui perd son œil et qui donc aura des difficultés dans le reste de sa vie pour trouver du travail. C'est pas n'importe quoi, et c'est vraiment, nous ça nous scandalise que ça fasse aussi peu d'effets, aussi peu de révolte sur ce qui s'est passé. En plus, il faut quand même rappeler que les députés du Parti Socialiste, les sénateurs du Parti Socialiste, quand ils étaient dans l'opposition, ils se sont battus, par exemple, contre la répression. Ils dénonçaient la répression du gouvernement Sarkozy. Ils dénonçaient les prélèvements ADN pour les militants. Bon, depuis que ce gouvernement est arrivé au pouvoir, on n'a plus entendu un seul mot contre les prélèvements ADN des militants. Alors il faut savoir qu'à chaque fois qu'un militant est arrêté, syndicaliste, associatif, politique, il y a prélèvement d'ADN. Et aujourd'hui, on a un fichier à 2 millions de prélèvements. Mais comme en plus on peut faire maintenant des analyses par famille, on a à peu près 10% de la population, c'est-à-dire 1/6 de la population française qui aujourd'hui est fichée par le fichage ADN. Donc ça c'est un premier point qui nous révolte particulièrement, donc, cette nouveauté de pouvoir tirer sur des manifestants. Le cheval de 25 ans qui va à une manifestation parce qu'il est syndicaliste se fait arracher un œil. Et que trouve à dire le ministre de l'Intérieur à qui on demande de s'expliquer? Rien. Voilà. Alors, nous sommes parfaitement conscients du fait que l'amnistie sociale, nous devons l'arracher. Et l'autre, il ne reste plus qu'un. Et l'autre, il ne reste plus qu'un à cause du premier.
qui n'a pas été présenté d'excuses, qui n'a pas été lui demander pardon, comme ça aurait été son devoir, ni lui dire à quel point il est ému de ça. Voilà. Donc nous, ça sera notre travail, ainsi qu'une pétition qui renvoie sur notre site, mais on peut aussi signer sur celui du Parti communiste français, je crois, et puis, à moins qu'il, je ne sais pas s'il a été rétabli ou là ou pas, il est régulièrement reconstruit.